Les enjeux, nous allons en parler tout de suite justement sur cette thématique du bien-être, de la nutrition et de la santé. Pour ce faire, nous avons le plaisir d'accueillir Laurent Marty. Merci de venir prendre place, Monsieur Marty, et Valérie Jandot. Merci de venir nous rejoindre. Et nous allons bien sûr commencer avec vous, Valérie Jandot. Vous êtes responsable clientèle et communication au sein de Vinci Autoroute pour la direction régionale Centre Auvergne Autoroute du sud de la France. Vous allez notamment parler au nom de la fondation Vinci qui est née il y a 6 ans maintenant, c'était en 2011. Alors c'est vrai qu'au premier regard comme ça, on peut se demander quel lien peut-il y avoir entre l'autoroute A89 et puis le bien-être, la nutrition et la santé. Il n'empêche quand même, et votre intervention va le montrer, que vous prenez en compte cette notion de bien-être, notamment dans le cadre de la sécurité sur la conduite, la vigilance, donc l'alimentation, le repos sont pris en compte par Vinci Autoroute et vous allez nous en dire quelques mots supplémentaires. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je vais vous parler. Alors il faudrait peut-être que nous branchions votre micro. Appuyez longuement sur le petit bouton. Voilà, c'est mieux. Non, il faut... Alors attendez, je vais vous les... Ah. Si, ça y est. C'est bon? C'est bon. Alors bonjour à toutes et à tous. Je vais effectivement pas vous parler d'exploitation autoroutière aujourd'hui, même si je rappelle que la 89, c'est quand même l'autoroute à péage en Europe la plus haute. 1000 mètres d'altitude entre l'Auvergne et la Corrèze. Et effectivement, certains d'entre vous en ont fait les frais ce matin, puisqu'on a nos premiers flocons et une autoroute enneigée donc, du côté du Puy-de-Dôme. Et donc, je vous parle surtout de la fondation Vinci Autoroute pour une conduite responsable qui, effectivement, a été mise en place en 2011. Pourquoi? Eh bien, à la suite, malheureusement, de décès de collaborateurs suite à des accidents dus à la somnolence au volant. Aujourd'hui, en 2017, c'est un cri d'alarme, puisqu'il y a quand même un fourgon d'intervention qui est heurté chaque jour en France, donc pas seulement sur le réseau Vinci Autoroute, mais sur tous les réseaux concédés ou non concédés. Donc, on en est à 80 chez nous, là, actuellement, en novembre 2017. Donc, 80 fourgons qui sont heurtés. Ce sont les hommes en jaune qui protègent les automobilistes. Donc, la Fondation a plusieurs missions. Financer des recherches scientifiques et innovantes pour progresser dans la connaissance. Alors, je vous en parlerai un peu plus loin. Donc on fait des études et il y a des baromètres importants pour expliquer les comportements des automobilistes et de tous les conducteurs sur l'autoroute. On mène des campagnes d'information et de sensibilisation, c'en a une aujourd'hui, vous pourrez nous voir sur notre stand. Et on soutient aussi des initiatives locales, ça peut être, je ne sais pas, des auto-écoles pour que les personnes défavorisées puissent passer le permis, enfin voilà, plein de choses. Alors, la première cause d'accident mortel sur l'autoroute, on ne le sait peut-être pas assez, mais c'est la somnolence. Ce n'est plus la vitesse, plus l'alcool depuis longtemps, mais la somnolence. Et ça tue encore beaucoup. Alors, l'autoroute, on le rappelle, c'est 5 fois plus sûr que les réseaux secondaires, mais quand même, le risque de somnolence peut être important. Il faut pas... on sort donc chaque année un baromètre de la conduite responsable. Et vous le voyez, il y a quand même 25% qui pensent qu'on peut conduire en état de fatigue, donc 25% des gens interrogés sur ce baromètre, et qui continuent aussi à conduire lorsqu'ils sont fatigués. Il y en a 45% qui disent oui, bien sûr, j'ai conduit quand j'étais fatigué. Alors qu'il faut vraiment lutter ça. Quelques minutes de sieste et parfois on repart sans problème. Donc pour ce faire, eh bien, la Fondation fait des études sur la somnolence au volant, donc avec des centres hospitaliers, l'unité de sommeil de l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, le centre d'investigation neurocognitive et neurophysiologique de Strasbourg, ou encore l'Institut de recherche biomédicale des armées. Donc ce sont vraiment des études scientifiques qui sont menées sur la somnolence des gens, l'inattention et leur comportement au volant. Un autre facteur qui perturbe la conduite, eh bien, malheureusement, c'est le téléphone. Alors là encore, les études l'ont montré là, dans le baromètre de la Fondation pour la conduite responsable. Normalement, c'est interdit de conduire, de téléphoner en conduisant sans kit main libre, mais même avec un kit main libre, c'est pas toujours autorisé. Et pourtant, on voit que certains d'entre nous utilisent encore trop souvent le téléphone, et notamment les jeunes, les moins de 35 ans,
quasiment la moitié des jeunes interrogés envoient ou lisent des SMS ou des mails au volant, téléphone avec le Bluetooth et un peu moins sans kit main libre. Donc il y a encore beaucoup d'efforts à faire là-dessus, surtout que les automobiles et tous les véhicules aujourd'hui sont de mieux en mieux équipés dans ce type de matériel. Alors là aussi, la Fondation fait des études sur le téléphone au volant pour voir vraiment les impacts qu'ont les usages du téléphone dans les véhicules. Et puis, on se sensibilise, donc on prend nos bâtons de pèlerin et puis on va sur le terrain très très régulièrement. L'été notamment, puisque ce sont les grandes transhumances. Donc sur nos aires de service, on fait des étapes estivales et avec des gros coussins, vous les avez peut-être vus. Alors par ici, c'est sur l'aire de la Corrèze que ça se passe, sur l'autoroute A89, sur l'autoroute A20, sur l'aire Jardin des Causses du Lot, du côté de Cahors. Et puis il y en a sur tout le réseau Vinci Autoroute. Vous êtes peut-être arrêtés sur certaines d'entre elles. Et l'idée, c'est d'attirer un peu les enfants en les faisant jouer pour que les parents se reposent. Donc on a mis en place des gros coussins, des fat boys, et on leur propose des espaces siestes ou des espaces détente pour qu'ils repartent sur leur lieu de vacances ou pour rentrer à la maison sans problème. On fait aussi, on l'a fait il y a quelques jours, une opération Faites le plein de vigilance, et on offre le café en une soirée, et c'est au niveau des départs en vacances de la Toussaint, parce que c'est souvent un week-end accidentogène. Donc on offre le café jusqu'à 1h du matin sur certaines aires, pour là encore éviter les effets de somnolence. Et puis cet été, on a mis en place aussi des petites animations théâtrales sur certaines grandes aires, alors plutôt du côté de la vallée du Rhône, pour montrer là encore les méfaits de l'hypovigilance. Et quand on peut, eh bien, on amène aussi des médecins spécialistes du sommeil sur nos aires pour qu'ils expliquent aux conducteurs les problèmes. Alors, on a aussi des petits films humoristiques, on pourra vous les passer tout à l'heure si vous êtes intéressés sur le stand, sur la sieste en voiture, ou plus particulièrement pour vous, la sieste au bureau, parce que c'est important aussi, pour être en pleine forme, de prendre quelques minutes chaque jour pour s'arrêter. Et puis on a une application, on pourra vous la montrer aussi tout à l'heure, qui s'appelle Rouler éveillé, pour tester le niveau d'éveil et pour savoir si on peut prendre la route facilement. Et enfin, eh bien, donc, à cause de la recrudescence des fourgons heurtés cette année et de nos hommes en jaune qui n'ont heureusement pas souvent été blessés, mais on a un des collègues de SANEF, donc un autre réseau autoroutier, qui a été tué cette année pendant l'exercice de ses fonctions. Donc pour renforcer tout ça, pour interpeller la population, on a organisé un concours de messages sur les panneaux à messages variables, c'est-à-dire au-dessus de l'autoroute. Vous les avez peut-être vus aussi cet été, un peu plus percutants que des messages institutionnels, notamment en jaune, je suis visible mais pas invincible. Voilà, pour vraiment attirer l'attention. La plateforme Roulons Autrement, alors c'est aussi avec l'association Ferdinand et Patrick Chenet qui en est le fondateur. Ça, c'est une plateforme sur Internet que vous pouvez aller consulter et vous verrez tous les films qui sont faits partout dans le monde. C'est vraiment une plateforme de vidéos sur le thème de la sécurité routière. Et puis on a bien sûr des réseaux sociaux, la Fondation Vinci Autoroute, Twitter, Facebook. Donc on essaie de communiquer un maximum sur ces méfaits. Et puis on sensibilise aussi donc sur le terrain, je vous le disais, les étapes estivales, mais on va aussi dans certains festivals. On était cet été à Brive Festival et à Écosystème, pas loin de Brive, et sur d'autres festivals en France. Et là encore, donc on a installé carrément un fourgon heurté, vous l'avez peut-être vu. Puis on a diffusé aussi entre les concerts un film qui s'appelle Le Bon Vivant et qui a été réalisé par Olivier Nakache et Eric Toledano en 2015. On est en train d'en réaliser un autre cette année. Et auparavant, c'était Guillaume Canet qui s'était essayé à l'exercice, là encore pour essayer de sensibiliser. Alors c'était plus pour les jeunes, puisque c'est le côté festif et l'alcool. Et donc on les a diffusés de nombreuses fois lors des festivals cet été. Alors je vous le disais, donc on sort chaque année un baromètre de la conduite responsable en France et à l'étranger, avec parfois malheureusement des chiffres un peu difficiles à voir. Le téléphone est toujours utilisé, la somnolence, et après on adapte donc nos discours.
Et on propose justement des formations d'entreprise pour la conduite. Donc, ce sont des choses qui peuvent vous intéresser et dont les principaux thèmes abordés sont l'organisation du trajet, la somnolence, l'alcool, drogue et médicaments. Parce qu'il ne faut pas oublier que les médicaments peuvent faire aussi des ravages sur la route. La vitesse, tous les distracteurs, les outils d'aide à la conduite et les chargements et entretiens du véhicule. Dans les déplacements professionnels, parfois, ça peut être très important. Et puis enfin, on soutient donc des actions, des initiatives associatives ou citoyennes. Donc, insertion par la mobilité responsable, ça c'est plutôt un côté social mais important. Sensibilisation des conducteurs. On essaye aussi de faire des vie-ma-vie avec les chauffeurs routiers pour qu'ils comprennent les aspects du métier. Et on fait aussi des manifestations donc, locales, des semaines du risque routier. On en a fait une justement dans le Lot au début de l'année avec la médecine du travail du Lot, spécialisée dans le bâtiment, donc pour sensibiliser tous ceux qui venaient passer leur visite médicale. Et puis on est les relais, bien sûr, sur les terrains. On a fait aussi à Brive en début d'année, on le fait chaque année, on est partenaire du Forum Sécurité Routière avec l'IUT de Brive qui l'organise. Et là encore, là, ce sont les jeunes, les enfants, les adolescents qu'on essaye de sensibiliser, puisque ce sont les conducteurs de demain. Voilà, donc je vous rappelle que l'autoroute est quand même 5 fois plus sûre que la route et que, bien sûr, la 89 a contribué au désenclavement du territoire et permet une traversée plus facile de la France entre l'Est et l'Ouest, mais qu'il ne faut pas négliger le risque routier au sein de vos entreprises lors de vos déplacements professionnels. J'ai moi-même été victime d'un accident il y a 10 jours à cause de l'inattention d'un conducteur sur l'autoroute, donc ça arrive, même si on porte beaucoup de messages. Donc c'est pas un risque qu'il faut négliger. Pensez-y et faites des rappels préventifs au sein de vos structures très régulièrement. Merci Valérie Jandot pour ces propos. Vous avez du mal à convaincre les chefs d'entreprise dans le cadre des formations que vous mettez en place. C'est un long travail, un long processus pour les faire adhérer à ces formations. Ou est-ce que ça fonctionne bien? Non, ça fonctionne bien. À partir du moment où ils viennent effectivement se former, non, je pense que vraiment il y a une prise collective, prise de conscience collective, et puis encore plus cette année parce qu'on a vraiment axé la communication sur la sécurité de nos personnels. Mais je pense que ça y est, c'est dans l'inconscient collectif et que oui, les chefs d'entreprise sont quand même conscients de cela. Cependant, je pense que la sieste est encore pas vraiment dans la culture française. Vous voulez vraiment nous faire faire la sieste depuis ce matin? mais qu'il faut vraiment en profiter. Enfin, il faut vraiment dire aux collaborateurs qu'il faut conduire, reposer. Très bien. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont suivi les formations mises en place par la Fondation Vinci ou qui sollicitent leurs collaborateurs et les incitent à faire la sieste. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont cette démarche au sein de leur structure? Oui, monsieur? En effet. Et ça fonctionne bien sur les retours, parce qu'on parle surtout d'investissement dans les entreprises. Vous les sentez beaucoup plus en forme pour travailler, vos salariés? On a mis en place une salle de sieste dans notre entreprise, Navoti. Donc, effectivement, c'est très, très bénéfique. Et en termes de performance, quand on est vraiment HS, ça ne sert à rien de forcer. Autant prendre un quart d'heure pour se poser et on repart de plus belle. Vous voyez, votre principe de sieste commence à se mettre en place ici sur ce territoire. Merci à vous en tout cas Valérie Jandot. Laurent Marty, alors vous allez traiter en effet des enjeux et des marchés liés à cette thématique du bien-être, de la nutrition et de la santé. Vous êtes directeur associé du groupe Xerfi. Vous pouvez nous dire en 2 mots la vocation de votre groupe? Oui, Xerfi, vous m'entendez bien? On vous entend. Parfait. Xerfi est un groupe indépendant qui a été créé en 1993 et qui est aujourd'hui leader des études sectorielles en France. Nous publions chaque année 400 études sur des secteurs et des marchés différents de l'économie, et de l'économie marchande essentiellement. Et bien entendu, la santé, la nutrition et le bien-être font partie des publications que nous réalisons tous les ans. Donc vous anticipez finalement le mouvement sur ces secteurs et vous indiquez aux entreprises un petit peu quelles vont être les stratégies, en tout cas qui seraient nécessaires de mettre en place? Alors, on a une vocation d'observation. D'observation. Les grandes tendances économiques.
J'étais à la création en 93, on travaillait à l'époque beaucoup sur l'industrie, beaucoup moins aujourd'hui, on travaille beaucoup plus sur le tertiaire. Et évidemment, avec, on en parlera tout à l'heure, le vieillissement de la population, il y a des nouveaux secteurs qui apparaissent. On fait des études sur les résidences seniors, qui sont des secteurs qui sont extrêmement dynamiques. Et évidemment, notre vision microéconomique nous offre vraiment, je dirais, on est un endroit central, un observatoire central des tendances économiques sectorielles. Bien-être, nutrition, santé, c'est assez récent de travailler sur ce sujet? Je vais commencer ma présentation puisque c'est... D'accord, allez-y. Et en plus, je vais vous demander une contrainte, comme nous sommes un petit peu en retard, vous allez être plus rapide que prévu, je suis sûre. Merci à vous. Je pensais être un peu plus long, mais je vais être un peu plus rapide alors. Merci. Alors, je disais, oui, c'est une nutrition, bien-être et santé sont des, je dirais, une problématique qui n'est... alors, je vais essayer de voir si ça... Voilà, donc nutrition, bien-être et santé sont des problématiques qui ne sont pas actuelles, elles remontent, je dirais, à l'origine de nos civilisations, et déjà, alors je vais faire en sorte, déjà Hippocrate disait quelques siècles avant Jésus-Christ, notre nourriture devrait être notre médecine, et notre médecine devrait être notre nourriture. Quelques siècles plus tard, il y avait Voltaire qui disait « J'ai décidé d'être heureux, c'est bon pour la santé ». Et on voit très bien que l'histoire, notre civilisation, a porté la santé, la nutrition et le bien-être au cœur de ses préoccupations. Mais je dirais depuis quelques années, je dirais la machine s'emballe et la problématique devient de plus en plus importante. Et elle devient de plus importante pour deux raisons essentielles, à nos yeux, qui sont d'une part le vieillissement de la population et d'autre part la montée et le développement du surpoids et de l'obésité. Alors quelques chiffres en introduction pour vous preniez bien conscience de ces phénomènes qui aujourd'hui nous touchent particulièrement. Alors, je vais mettre... Donc, vous avez ici représenté la population française de plus de 60 ans. En 2015, elle était estimée à 12,6 millions d'habitants. Et elle va passer en 2060 à 22,3 millions d'habitants, soit une augmentation de 80%. En d'autres termes, un habitant sur trois en 2060 aura plus de 60 ans en France. Donc, le vieillissement de la population, il est lié, vous le savez, à des phénomènes qui sont largement connus, hein, qui sont l'augmentation, bien entendu, de l'espérance de vie, notamment sur les âges plus âgés. On a également donc, les conditions de travail, les conditions, la qualité de la nourriture, un ensemble de facteurs qui aujourd'hui, la prise en charge des soins, également de la santé, qui expliquent cette montée en puissance de ce boom démographique qui va nous toucher profondément dans les années à venir, qui est celui du vieillissement de la population. Mais le deuxième élément qui également est une contrainte forte aujourd'hui qui explique la montée en puissance des problématiques de bien-être, nutrition et santé sont le surpoids et l'obésité. Donc deux chiffres pour illustrer mon propos, 39%, 39% c'est en 2016, alors j'ai du mal, je crois que voilà, c'est la part mondiale en 2016 de la population de plus de 18 ans qui était en surpoids. Donc ce qui vous donne tout de suite l'importance, près de 40% de la population mondiale avait des problèmes de surpoids. Autre chiffre, alors, 13%, c'est la part de la population mondiale qui, elle, étant qualifiée d'obèse en 2016. Donc 13%, c'est un chiffre qui est considérable. Il faut savoir que les projections sur 2030 font état à peu près une population mondiale d'1 milliard d'habitants obèses en 2030, dont 100 millions en Chine, 65 millions en Inde et 25 millions aux États-Unis. Et sur des chiffres plus actuels, j'essaie, mais je crois qu'Anne, j'aurai besoin de vous parce que d'ici là, ça ne passe pas. Ah, j'ai du monde devant, oui. Donc vous avez ici la prévalence de l'obésité de la population en 2016, et vous voyez les chiffres, donc en bleu foncé, vous avez la population de plus de 18 ans et en bleu clair, celle de moins de 5 à 19 ans. On voit très clairement les problématiques d'obésité qui touchent bien entendu les États-Unis et des pays développés, mais qui touchent aussi des pays en développement économique comme l'Égypte. Et avec une position de la France qui est plutôt dans la moyenne basse, donc avec encore une problématique grandissante mais qui reste un peu maîtrisée. Mais par contre, vous voyez avec la Chine la problématique qui nous attend pour les prochaines années, avec une inversion par rapport à ce qu'on peut observer ailleurs. C'est vraiment la jeunesse aujourd'hui est obèse. On considère que c'est des chiffres de 2014-2015, on considère que même d'ici 4-5 ans, il y aura plus d'enfants obèses en Chine qu'aux États-Unis, pour vous prendre conscience de ce qui se passe là-bas. Donc voilà, alors c'était juste en guise d'introduction et je voudrais maintenant
parler un petit peu des marchés et des enjeux tels que nous les voyons. Alors, cartographier les marchés du bien-être, de la nutrition et de la santé, je pourrais vous en citer des dizaines, voire peut-être 20 ou 30. J'ai fait le choix pour cette présentation de m'arrêter sur 7 qui me paraissent importants aujourd'hui, qui sont d'une part les produits biologiques, les produits végétariens et véganes, les produits pour allergies et intolérances alimentaires, les compléments alimentaires, la minceur, le fitness et la nutrition sportive. On a une partie de services, mais une partie de produits. Alors, vous avez certainement entendu parler des alicaments, vous savez, cette contraction entre aliments et médicaments. Alicaments est plutôt un terme médiatique qui couvre plusieurs secteurs, qui sont les produits diététiques, les produits véganes, végétariens. Donc j'ai préféré m'arrêter sur des segments beaucoup plus précis, cadrés, et vous donner quelques chiffres et enjeux sur chacun d'entre eux. Alors, je vais commencer par le produit biologique, qui est aujourd'hui le marché parmi les plus dynamiques et surtout le plus construit, avec bien entendu qui s'appuie sur une demande forte, vous le savez très clairement, les polémiques sur l'agriculture industrielle, récemment les rejets sur les pesticides ont fait des produits biologiques, en tout cas un marché extrêmement dynamique. Mais pour que le marché soit dynamique, il faut qu'il y ait une demande, mais il faut qu'il y ait une offre. Et l'offre aussi, elle est avec des réseaux de distribution qui soient spécialisés. Biocoop et La Vie Claire ont prévu 100 ouvertures de magasins cette année, mais également les grandes surfaces alimentaires accordent une place de plus en plus importante aux produits biologiques. Auchan vient d'annoncer la création de magasins uniquement biologiques qui va ouvrir dans le nord de la France. Donc on voit très bien qu'il y a une offre en termes de distribution qui s'élargit, et puis aussi des références de produits qui deviennent de plus en plus importantes. Et les chiffres aujourd'hui sont éloquents. 15% des Français consomment quotidiennement des produits biologiques. On a également autre chiffre. Je vais essayer de m'approcher, mais non, ça ne marche pas. Bon, 7 milliards, c'est à peu près le marché qui est estimé aujourd'hui. Il est donc contre 5,76 en 2015, donc ce qui est extrêmement important. Et dernier point, dans ce que je voulais vous montrer, c'est la comparaison au niveau international, où on voit que le marché français, avec 7% du marché mondial, est le troisième marché mondial, derrière l'Allemagne et les États-Unis. Et en termes de perspectives, je dirais que les perspectives sont aujourd'hui très importantes pour les produits biologiques, pour différentes raisons, parce qu'elles s'appuient sur des moteurs forts. Vous voyez, sur un sondage qu'avait mené CSA avec l'agence bio, on voit que la santé, l'environnement et la qualité de goût sont des arguments qui sont très largement mis en place et qui vont soutenir le marché dans les années à venir. Vous savez, il y a un autre chiffre que je n'ai pas évoqué, mais qui me paraît extrêmement intéressant, c'est de dire, on considère aujourd'hui qu'il y a 11% des Français qui n'achètent pas du tout bio. Ils étaient 25% il y a 3 ans. Donc on voit très bien que le poids de la consommation biologique, alimentaire bio est en train de se développer, malgré des contraintes économiques que je n'évoque pas, mais que je pourrais évoquer. En tout cas, c'est une dynamique qui est durable et qui s'appuie sur des fondamentaux extrêmement solides. J'ai juste rajouté, c'est pas tout à fait biologique, mais une grosse partie du marché, ce qu'on appelle le locavore aujourd'hui, est en train de se développer très largement et me paraît très important. 2 chiffres, 71% des Français pensent qu'il est important d'acheter des produits locaux et 63% des Français privilégient régulièrement des consommations de produits régionaux. Et ça, c'est une tendance qui nous semble extrêmement importante. C'est plus qu'un signal faible, c'est une tendance de fond où le consommateur français est en train de redécouvrir la proximité, le territoire et les circuits courts. Aujourd'hui, le développement des AMAP, par exemple, est un enjeu majeur dans les grandes villes, mais parce que c'est surtout elles qui arrivent à les développer, mais qui recréent des circuits courts extrêmement intéressants. En tout cas, la dimension terroir, la dimension circuit court est un enjeu majeur, je tenais à signaler, pour les années à venir. Et puis, donc, pour finir, juste quelques données chiffrées sur les perspectives. Vous voyez qu'en 2020, le marché devrait atteindre à peu près 10 milliards d'euros. Ça se représentera à peu près 5,5% de la consommation alimentaire française. Donc, ce qui devient un élément significatif. Deuxième, parce que le temps m'est compté, deuxième secteur, c'est celui des produits végétariens et véganes. Alors, la consommation de viande dans les pays développés a atteint un pic dans les années 90 et ne cesse de reculer. Donc ça, c'est un élément important. Pourquoi elle ne cesse de reculer? Il y a parfois un aspect coût, le prix de la viande est considéré comme onéreux.
On a également les messages nutritionnels qui ont largement impacté et qui détournent une partie des consommateurs de la viande. On a également la sensibilité à l'environnement, on l'a vu, on met souvent en accusation la production intensive dans le monde animal. Et puis très récemment, on a eu aussi le bien-être animal qui a été un facteur important, et les reportages réalisés il y a quelques mois sur des abattoirs à peser. Et c'était surprenant parce qu'à ce même moment, on faisait une étude pour la Fédération des industries de la charcuterie française sur la charcuterie des jeunes. Et on était en plein reportage, je ne sais plus de quelle chaîne, sur les abattoirs. On a été obligé d'arrêter le sondage parce que l'impact était déformé complètement. On l'a repris 3-4 mois après pour vous dire que ça a été quand même quelque chose qui a touché la population française et qui a expliqué aujourd'hui une tendance qui tend à s'accroître. D'une part, développement de ce qu'on appelle les végétariens, donc on supprime la consommation animale, vegan qui est plutôt un mode de vie, où là on va être jusqu'aux habits, jusqu'aux cosmétiques, jusqu'à une tendance beaucoup plus importante. Et les flexitariens, je ne sais pas si vous connaissez ce terme-là, flexitariens c'est juste le principe de consommer moins de viande en quantité, et c'est une tendance qui est extrêmement marquée. Aujourd'hui, quand on fait un sondage, on considère qu'à peu près 1 sur 6, 7 personnes en France annonce réduire sa consommation de viande, notamment rouge. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette tendance de végétarien, vegan, flexitarien, elle touche beaucoup les jeunes populations, moins de 25 ans. Et c'est un enjeu majeur, c'est est-ce qu'on va avoir un effet d'âge ou un effet de génération? Effet d'âge, c'est-à-dire que quand ils vont prendre des responsabilités, rentrer dans le monde de la vie active, etc., ils vont revenir sur une consommation traditionnelle et manger beaucoup plus de viande. Ou est-ce qu'on sera sur un effet de génération, c'est-à-dire que cette habitude qu'ils ont fait de moins consommer de viande, ils vont la perdurer, voire l'accentuer une fois adultes. Et c'est un enjeu majeur pour la filière, on parlait de la viande, pour les années à venir. C'était vraiment un enjeu, c'est de savoir. Et l'enquête qu'on a menée pour la FICT, je vous le dis, ne tranchez pas. On n'arrivait pas à savoir, on avait beaucoup posé les questions. Il y a un point d'incertitude à ce niveau-là. Alors, tout ça pour vous dire que ce marché-là est en train de se développer très très rapidement. Il s'appuie sur une demande, donc une demande avec des consommateurs, je l'ai dit, des jeunes. Parfois, on en parlera tout à l'heure sur la partie sans gluten, mais sur une partie aussi mode et comportement de quelques stars qui donnent le là. Il s'appuie sur une offre qui est en train de s'enrichir, de s'élargir très fortement. Erta, depuis 2 ans, a développé aujourd'hui des substituts à la viande dans les rayons qu'il colle dans ses rayons à côté de son jambon. Donc Erta, c'est une filiale de Nestlé, et ils ont pris en 6 mois 7% du marché. Et leur objectif, c'est d'avoir 30% du marché d'ici 3-4 ans. Donc des grands groupes industriels sont en train de développer très, très activement les substituts à la viande. Et Danone a racheté aux États-Unis White Food, vous avez entendu parler, c'est 12 milliards. Et ce groupe-là, qui est présent aux États-Unis, qui est le 2e producteur de yaourt aux États-Unis, a une activité très largement développée, notamment sur la partie des boissons végétales. Et puis alors aujourd'hui, quand on regarde sur les produits, il faut savoir juste que ce qui marche le plus sont les produits, ce que vous l'avez vu, qui ont une dimension un peu gourmande, qui sont les plats cuisinés. Produits pour allergies intolérants. Allergie, donc c'est plutôt alimentaire, donc c'est plutôt le système immunitaire qui est en réaction. Intolérant, on est plutôt sur le système digestif. Donc là aussi, on est vraiment sur un marché en plein développement, qui reprend un petit peu les codes du bio avec ce côté produits sains, et qui connaît un essor croissant. On considère que dans le marché des GSA et des GSA, grandes surfaces alimentaires, et celui des distributeurs spécialisés, il pèse à peu près 900 millions d'euros. 4 chiffres. 11,6 millions, c'est le nombre de consommateurs de produits sans gluten dans l'Hexagone. Alors c'est énorme. Alors je vais vous expliquer, vous allez comprendre pourquoi c'est énorme. Vous avez sur 11,6 millions, vous n'en avez que 600 000 qui sont ce qu'on appelle les intolérants sévères. C'est la maladie de cœliaque, vous savez, c'est cette capacité. Et pour ces 600 000, ils ont même une prise en charge par la sécurité sociale d'une partie de leur achat de produits sans gluten. À côté de 600 000, on va rajouter 4 millions qui sont considérés comme intolérants légers ou modestes, donc des gens qui ont
aujourd'hui un comportement qui vise à réduire le gluten parce qu'ils ont des problématiques. Et c'était juste avant. Donc, je vais juste revenir sur le dernier. Donc je vous l'ai dit, on est à 6 millions de légers. On a 1 million de ce qu'on appelle le marché par ricochet. Vous savez, les conjointes qui mangent sans gluten parce que leurs conjoints en mangent. Et c'est un marché plus important que celui des 600 000 sévères, il faut le savoir. Et puis aujourd'hui, on a 4 à 5 millions de ce qu'on appelle non contraints ou effets de mode. Et là, aujourd'hui, vous savez, Novak Djokovic, vous avez Andy Murray, vous avez Adele, vous avez nombre de stars du spectacle, du sport qui vantent les produits sans gluten et qui ont fait de vrais ambassadeurs. Et dans le monde sportif, par exemple, on considère que sur le top 10 des 10 meilleurs tennisman mondiaux, il y en a 5 aujourd'hui qui mangent sans gluten, qui sont sur des régimes sans gluten. On a véritablement un effet de mode qui n'a pas été prouvé scientifiquement, mais qui pousse ce marché. Qui pousse ce marché, plus 15%, c'est la croissance annuelle moyenne. 49%, c'est le poids aujourd'hui de la distribution des grandes surfaces alimentaires sur ces produits-là. Donc on a vraiment un marché qui va s'appuyer sur trois vecteurs et 3 piliers forts dans les années à venir, qui est la multiplication des points de vente qui va soutenir le marché, ensuite l'augmentation du nombre de personnes intolérantes et notamment non contraintes, l'effet de monde qui va continuer à perdurer. Et le dernier élément, c'est l'explosion des références, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est parti sur quelques produits et ça tend à s'élargir. Et vous avez la diapositive suivante qui vous montre quelques stars à venir de ce marché-là, qui seront les pizzas préparées, snacking, sans gluten, mais également toute une offre de yaourt, de lait, etc., sans lactose. Et on le voit aujourd'hui, on a de plus en plus de lait sans lactose disponible sur le marché. J'enchaîne. Compléments alimentaires. Alors, compléments alimentaires ont été redéfinis en 2012 par une directive européenne et qui donne un cadre beaucoup plus strict et clair et qui empêche aussi de communiquer sur, je dirais, la notion de santé de ces compléments. Il n'empêche, c'est le slide suivant va vous le montrer, on est sur un marché qui connaît une croissance considérable, une croissance soutenue, puisqu'il a dépassé les 1,6 milliard en 2016 avec une hausse de 5,3%. Et les deux segments les plus dynamiques ont été ceux qui sont liés à la digestion et ceux qui sont liés au stress et au sommeil. Donc on est vraiment sur un marché qui se développe et qui a un potentiel très important en France. Les compléments alimentaires, qu'ils soient sous la forme de gélules, pilules, ampoules, etc., vous savez, qui sont largement commercialisés dans tous les circuits de distribution, ont un taux de pénétration en France de 45%. Il faut les mettre en relation aux 75% perceptibles aux États-Unis. Donc un potentiel très très important. Et vous avez sur le slide suivant la distribution aujourd'hui qui est tenue avant tout par la pharmacie, qui représente encore plus de la moitié du marché, devant la vente directe, les circuits spécialisés, et puis les grandes surfaces et les parapharmacies finissent le classement. Minceur. Alors, le marché de la minceur est certainement celui qui est le plus compliqué à appréhender parce qu'il est extrêmement large, il comprend à la fois des produits et des services. On l'estime aujourd'hui à 3 milliards d'euros. Et quand on le regarde sur le suivant, il est réparti sur, vous voyez, des produits alimentaires allégés, des produits diététiques minceurs, vous avez des compléments alimentaires liés à la minceur, vous avez des objets connectés pour le bien-être, vous avez le coaching minceur et diététique, vous avez des cosmétiques minceurs, vous avez ensuite, va arriver les soins amincissants et on finit par les cosméto-textiles minceurs et livres de régime. Vous voyez, on est sur un marché qui fourmille d'initiatives, de segments complètement différents, et tous ont comme point, je dirais comme point marquant, c'est de remettre un petit peu en cause les modèles traditionnels et les acteurs traditionnels. Aujourd'hui, je pense à quelqu'un comme Weight Watcher, qui est le grand acteur de la minceur à travers le monde, qui a commencé par le conseil, vous savez, en communauté, qui est allé sur les produits. Aujourd'hui, il revient en arrière, il revient sur le coaching individuel avec des applications, etc. Ils sont en train de revoir complètement le modèle économique. On est sur un marché tellement dynamique où on a un foisonnement d'initiatives, et notamment avec l'arrivée des objets connectés, des trackers, des applications mobiles, etc., qui remettent un petit peu en jeu tous les modèles traditionnels avec l'élément clé qui sera le prescripteur de demain.
C'est, je pense, l'élément clé. Et vous avez ici représenté en bas en termes de taille et à l'horizontale et en verticale en termes de dynamisme, le poids de chaque marché avec leur dynamisme. Donc complètement en bas à droite, vous avez des produits alimentaires légers qui sont le marché le plus important, 2 milliards à peu près en France, mais qui ne cesse de baisser depuis 3 ou 4 ans. C'est-à-dire que les produits allégés, les 0% de matière grasse, moins de sel, moins de sucre, etc., connaissent aujourd'hui moins de succès auprès des consommateurs, et signe des temps, c'est même les grands producteurs industriels sont en train de revenir et relimiter un peu leur offre. Il y a moins d'initiatives à ce niveau-là. Par contre, ce qui marche le mieux, c'est complètement en haut, plutôt petit encore, voire niche, qui sont tout ce qui sont liés aux objets connectés, au coaching. Coaching, ça va de la diététique, de la médecine, ainsi de suite. Et je dirais que sur les applications mobiles, on a vraiment... on a aujourd'hui un marché en tête, qui c'est le marché américain, où on considère qu'il y a 50 millions qui sont déjà utilisateurs de compteurs alimentaires, qui comptent tous les jours leurs 50 millions, ce qu'ils mangent en termes de calories, ainsi de suite, et qui le partagent 50 millions. Il y en a à peu près 1 sur 10 qui possèdent même des fitness trackers, c'est quand ils vont faire du sport, qui les partagent, etc., et qui permettent de voir sur le rythme sportif et sur le comportement. La France est très en retard. Elle est très en retard. On ne sait pas si elle est en retard parce qu'il y a toujours un décalage, ou en retard aussi parce qu'on a une méfiance beaucoup plus importante sur notamment la propriété des données, qui est un élément qui aux États-Unis n'est pas du tout, ça leur pose aucun problème. Nous en France on est beaucoup plus sceptiques, et ce qui explique qu'on est quand même en retard à ce niveau-là. Donc vous le voyez, des marchés très larges avec des croissances très différentes, et qui quand même dénotent un engouement majeur des Français. Je vais passer maintenant sur le fitness, qui est là aussi un marché qui a connu un essor considérable en France, puisqu'on a aujourd'hui un maillage des grandes métropoles et grandes villes françaises qui est quasiment atteint. Les grands groupes attaquent maintenant les villes de taille plus moyenne, ça c'est clair. Et je dirais que sur ce marché-là, quelques chiffres, donc 2,5 milliards à peu près de chiffre d'affaires, en croissance forte. Par contre, le prix moyen est en train de baisser. Il était de 45,50 il y a quelques années, il est tombé à 41. Sous l'impact d'enseignes, notamment low cost, le prix est en train de baisser fortement. Aujourd'hui, on a un ticket moyen qui est à 30 € parfois, qui est à même moins de 20 € sur les premiers mois d'abonnement. Et ce qui fait que le prix baisse, la demande en volume augmente, et on en a très majeur. Mais, chiffre intéressant en bas, vous le voyez, le potentiel est là, parce qu'avec 8,2% de la population en salle, en tout cas, qui a des abonnements, on est très loin des standards, notamment nordiques, mais même au Royaume-Uni, et même avec 8,2%, on est derrière l'Italie ou l'Espagne, qui sont 2 pays à culture assez proche. Et pour finir, nutrition sportive, je vais aller assez vite parce qu'on est sur des marchés aussi qui sont plutôt des marchés de niche, puisqu'on est à moins de 100 millions € de chiffre d'affaires. On le voit très clairement sur le slide suivant. Avec 95 millions, on est certes dynamique, et les principaux marchés sur lesquels on s'appuie aujourd'hui sont avant l'effort, pendant l'effort et après l'effort. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que là aussi, on a des acteurs de grand renom qui sont en train d'investir le marché. Je pense à Lactalis, qui avec son offre Lactel Sporteus a réussi à s'approprier plus de la moitié du marché en quelques mois. Et c'est un signe des temps, c'est-à-dire que les grands groupes industriels sont en train d'attaquer ces marchés de niche avec l'espoir un jour de se développer. Alors pour conclure, parce que le temps m'est compté, je voudrais donc là c'est le chiffre, plus 7% attendu, et 2018 on sera à 100 millions € de chiffre d'affaires en France. Pour conclure, je voudrais parler les 3 French Paradox qui sont importants. Le premier, c'est celui du rapport des Français au bonheur, et du fait que le Français est quand même très pessimiste. Et ça, je dirais que il y avait bien-être, mais rappelez-vous Voltaire, quand il dit pour être bien-être, il faut être heureux, on est bien. Mais le français, donc dans ce classement, alors c'est le classement du World Happiness Report, c'est le 5e classement, ils le font depuis 2012-2013. Et c'est une terminologie qui est extrêmement intéressante, c'est-à-dire que dans 150 pays, ils interrogent 3000 personnes, en leur demandant sur l'échelle de Cantril, c'est une échelle en disant vous avez de 0 à 10, 10 vous êtes très heureux, 0 vous êtes très malheureux. Et donc ils ont fait ça sur 3000, et chaque année ils regardent l'évolution.
Et donc ce qui apparaît, c'est que c'est les pays nordiques qui sont en tête. Alors le dernier qui vient juste de paraître, c'est la Norvège qui a ravi la première place. Mais on reste dans les pays nordiques. On va retrouver ensuite, je dirais, des pays assez traditionnels. Et la France n'apparaît qu'à 32e place. Elle était 23e à l'origine, elle ne cesse de perdre des places. Et elle est coincée entre la Colombie et la Thaïlande, ce qui dénote quand même une problématique du français que, je dirais, à travers le monde, personne ne comprend comment le français peut autant en tout cas, être aussi pessimiste et aussi loin de son bonheur compte tenu de tous les atouts qu'il a. Et ce qui est intéressant, c'est que les variables qui ont été identifiées, pourtant, devraient parler aux Français. C'est le PIB par personne, c'est l'espérance de vie en bonne santé, c'est le soutien social, c'est la confiance, c'est la liberté d'initiative et c'est la générosité. Donc des atouts dans lesquels la France, en tout cas, est toujours bien positionnée. Donc ça, c'est le premier paradoxe. Le deuxième paradoxe, bon, vous le connaissez, c'est pourquoi la France est si loin si bien placée dans les maladies cardiovasculaires. Donc Serge Renaud, en 92, avait dit qu'en buvant modérément du vin, et je sais que la 89 rejoint, en tout cas traverse de beaux vignobles, hein, donc je dirais qu'en buvant modérément, je répète, c'est un French paradoxe qui explique les très bons classements. Et le dernier slide sur ce French paradoxe, c'est peut-être l'élément qui me paraît le plus important aujourd'hui et qui terminera cette présentation, c'est la part que les Français consacrent à l'alimentation dans leur budget. Et on voit très bien qu'entre 1960 et 2010, on a eu une baisse continue, avec notamment sous l'effet de l'industrialisation alimentaire, des modes de prise, et puis de l'évolution du budget qui faisait que d'autres services, d'autres produits ont pris le pas sur l'alimentaire. Mais depuis 7-8 ans, on a un inversement de tendance. Et aujourd'hui, on a un espoir, c'est-à-dire qu'on a un retour des Français sur la consommation alimentaire. Elle se fait, alors, elle a des contraintes budgétaires fortes, on le sait très clairement, mais elle se fait aussi en allant sur des produits à plus forte qualité, des produits, on l'a vu, de santé. Les notions aussi de plaisir, de qualité deviennent de plus en plus prégnantes dans leur mode de consommation. Et les choix des produits alimentaires favorisent inéluctablement les produits santé, mais aussi, j'en ai parlé à plusieurs reprises, les produits de terroir. Et pour moi, c'est un signal extrêmement encourageant et très optimiste pour l'avenir, ce schéma-là qui remonte en tout cas un regain dans le mode de consommateur des Français. Merci. Merci à vous, Laurent Marty.